Mesdames, Messieurs, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu lors de notre dernière réunion les représentants des cellules de recueil des informations préoccupantes, les CRIP, nous auditionnons aujourd'hui des professionnels accompagnant les enfants en milieu ouvert. Nous accueillons donc Bertrand Déric et Céline Jamet-Mons du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert, le CNAEMO, et Laetitia Leralec et Stéphanie Coudary de l'Association départementale de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du 77, ADASEA 77. Je vous remercie vraiment d'être présents aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors, selon les chiffres de la DREES de 2021, sur 377 000 enfants placés, mis sous protection, 46 bénéficient de mesures éducatives à domicile en milieu ouvert et 54 sont accueillis dans des structures de l'aide sociale à l'enfance. En France, le placement demeure largement majoritaire, comme nous venons de le voir. Nous savons que les placements peuvent être traumatisants pour un enfant, notamment quand il change régulièrement de lieu de placement ou lorsqu'il est à nouveau victime de violences dans les lieux censés les protéger. Je pense notamment à une situation évoquée lors d'une précédente audition d'un enfant de 11 ans qui avait déjà connu 25 familles et aux multiples témoignages d'anciens enfants accueillis, victimes d'agressions sexuelles dans les foyers qui étaient censés les protéger. Mais, selon les situations des enfants, un autre accompagnement est possible et peut être proposé. Ce sont les accompagnements de mesures éducatives en milieu ouvert. Elles sont diverses. Nous avons les AEMO, les AED, le placement à domicile, et j'en passe sûrement d'autres qui sont en train de se mettre en place. Ces accompagnements permettent de suivre la situation familiale et l'enfant pendant plusieurs mois et d'apporter aux parents un accompagnement à la parentalité, à l'enfant d'avoir un interlocuteur en dehors de sa famille en tant que besoin, et aux professionnels qui suivent la famille de pouvoir évaluer la situation et d'apporter des conseils professionnels nécessaires pour apaiser la situation. Enfin, toutes nos auditions aboutissent au même constat: le manque de prévention et d'appui de la parentalité, qui pourrait limiter le recours à tous ces accompagnements éducatifs, que ce soit le placement ou les placements éducatifs en milieu ouvert. Je vous propose de vous laisser la parole pour un propos liminaire de chacune de vos associations, et ensuite nous passerons à un échange en fonction des différentes questions. Je vous laisse donc la parole. Je vous propose de commencer par le CNAEMO, et puis après, nous prendrons la parole. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à partager ce temps de travail avec vous. Donc, le Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert, c'est aujourd'hui 800 adhérents, personnes physiques, à peu près 200 associations sur l'ensemble du territoire. Nous représentons en fait les services de milieu ouvert avec les différentes prises en charge et accompagnements que vous avez commencé déjà à citer. Quelques différences quand même. L'AMO, c'est quand même une mesure judiciaire. Et l'AED, c'est une mesure qui émane directement du département. Voilà. Alors ensuite, on évoquait au préalable le renforcer aussi, c'est-à-dire des mesures où l'éducateur va plus souvent à la famille, a les moyens d'y aller aussi plus souvent. Pourquoi ? Parce que il a moins de mesures à gérer. Donc on en revient aussi toujours à la question des moyens et de la pluridisciplinarité des équipes, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce dont souffrent beaucoup les éducateurs de milieu ouvert, les travailleurs sociaux en général, c'est de solitude et de manque de reconnaissance de leur métier. On parle beaucoup de la protection de l'enfance et des travailleurs sociaux quand ça va mal. On oublie trop souvent de dire tout ce qui est aussi bien fait, et l'importance aussi dans une société comme la nôtre de leur implication et de leur travail. J'ajouterais aussi que nous sommes sujets à une crise sans précédent au niveau des vocations. Voilà. Des difficultés énormes de recrutement, des postes qui restent vacants plusieurs mois. Ce n'est pas sans incidence, évidemment, sur l'accompagnement des parents et des familles, des enfants qui nous sont confiés. Un manque d'attractivité certain du secteur qui, forcément, a des conséquences sur l'ensemble de la protection de l'enfance. Voilà ce que je pourrais dire en début de propos. Puis je vais laisser Bertrand aussi se présenter.
Donc, je suis Bertrand Déric. Je voudrais rajouter que, en fait, le milieu ouvert, en effet, à contrario du placement, c'est plutôt historiquement une mesure qui est venue faire en fait un peu d'orfèvrerie, en fait, c'est-à-dire essayer d'aller toujours répondre aux besoins le plus centrés de la problématique ou de la situation familiale. Et en effet, aujourd'hui, avec des modèles familiaux qui ont explosé, des familles qui se décomposent, recomposent. Pour les travailleurs sociaux, ça a forcément des incidences, puisque là où avant on avait une cellule familiale, un domicile, aujourd'hui, des fois on en a 2, des fois on en a 3, et donc avec une charge de travail qui ne cesse d'augmenter. Et cette orfèvrerie, cette action vraiment au plus près du besoin devient extrêmement difficile. Avec une petite alerte sur le travail, c'est aussi les évaluations préalables, où on en parle peu, en fait, mais où on se rend compte, en parlant avec les services sur tout le territoire, à quel point l'évaluation préalable des problématiques est importante. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des carences sur cette évaluation-là, c'est-à-dire soit les situations émanent d'une information préoccupante et du coup, on peut avoir une investigation, on peut avoir une évaluation administrative, mais ces évaluations sont aussi impactées par les difficultés de recrutement, comme tout un chacun. Et donc, c'est vrai qu'on a des situations qui arrivent avec, au-delà d'une évaluation mal faite, en plus un délai d'attribution qui peut atteindre parfois jusqu'à plusieurs mois, 8 mois. Donc, vous imaginez bien qu'une situation qui aurait été à la marge évaluée et qui arrive dans un service 8 mois plus tard, vous êtes obligé de recommencer une évaluation puisque la situation ne peut pas être restée en statu quo pendant tout ce temps-là. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à la DSEA. Donc, bonjour. Alors, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille en protection de l'enfance depuis 18 ans au sein de la DSEA 77. C'est 7300 bénéficiaires, 50 lieux d'accueil, 800 professionnels en tout. Et le milieu ouvert, pour nous, représente 1800 enfants. AEMO, AED, AEMOR, et on n'a pas d'AEDR. J'ai fait 12 ans d'AEMO, 6 ans en AED et j'ai un diplôme de thérapeute familial et de couple. Je travaille dans un service qui exerce des AED. Chaque référent a en charge 27 enfants qui vivent au domicile de leurs parents, ce qui correspond à une visite toutes les 3 semaines. Nous intervenons la plupart du temps suite à un signalement et à une évaluation de la maison départementale des solidarités. 75% des situations qui arrivent en AED arrivent dans le cadre d'une information préoccupante. La responsable territoriale de la protection de l'enfance missionne le service afin d'exercer la mesure. Nous intervenons dans les familles auprès des enfants qui ont entre 0 et 18 ans. On intervient pour de multiples raisons, maltraitance, négligence et carence. En termes de prévention, on s'appelle service de prévention, mais quand nous arrivons dans la famille, c'est qu'il y a déjà eu des passages à l'acte ou des difficultés repérées. Les parents sont soi-disant d'accord pour travailler avec le service, mais la plupart du temps, ils acceptent pour éviter le juge des enfants. Cela mène à de la résistance. Avec le temps, nous pouvons créer un lien de confiance et travailler avec les familles. La prévention passe nécessairement par ce temps d'adhésion. Depuis la loi de 2002, la parole de l'enfant est moins entendue, car on privilégie celle des parents. Elle est indispensable, mais il faut être vigilant quand un enfant parle. En effet, quand l'enfant dénonce des maltraitances, et si cela n'a pas été pris en considération, il se censure par la suite. La maltraitance physique se voit, mais pas la maltraitance sexuelle et psychologique. Il y a une réelle difficulté à faire valoir les maltraitances psychologiques. Brimade, humiliation, punition démesurée, menaces, chantage, contexte incestuel. La prévention, c'est mettre une mesure éducative en place dès que la police est interpellée pour des faits de violence dans la famille, que ce soit de la violence conjugale ou sur les enfants. Les travailleurs sociaux et les psychologues dans les commissariats sont une bonne chose, mais cela reste insuffisant. La prévention, c'est aussi une attention particulière sur les publics les plus fragiles, comme les jeunes enfants et les enfants porteurs de handicap. Le placement n'est pas une chose miraculeuse. Bien entendu, un enfant est protégé quand il a de graves violences, mais cela ne résout pas le problème s'il retourne dans sa famille et qu'un réel travail avec les parents n'a pas été réalisé. Les référents ASE sont débordés et par au plus pressé ne peuvent pas être dans un travail de fond. En ce qui concerne la prise en charge des mineurs, quand la mesure éducative débute, les raisons pour lesquelles nous intervenons sont dès le début annoncées à la famille. Des objectifs sont déjà établis par la responsable territoriale en amont et seront repris par la suite en entretien de contractualisation.
Par la suite, des rendez-vous réguliers sont proposés. Cependant, quand nous avons des mesures qui ne sont pas dans le bon cadre, on a notamment des mesures qui étaient en renforcé et qui nous arrivent, faute de place en renforcé, nous intervenons plus régulièrement, mais c'est au détriment des autres familles. Notre mission de prévention s'efface au détriment de l'urgence. L'accompagnement psychoéducatif va permettre de soutenir le parent dans sa fonction première en le sensibilisant aux besoins fondamentaux et universels qui sont indispensables au bon développement de l'enfant. La dimension éducative est complémentaire à la dimension psychologique. On aide le parent à se positionner en s'appuyant sur ses compétences possibles pour le valoriser, en lui apportant la confiance dont il a besoin pour pouvoir se mettre en mouvement. Quand un enfant subit des maltraitances, une prise en charge psychologique paraît indispensable. Au sein de notre service, nous avons une psychologue que nous entendrons juste après, mais qui ne peut, à la vue de son temps partiel, assurer des prises en charge régulières. Pourtant, de multiples études montrent qu'une prise en charge thérapeutique permet de réduire fortement les troubles du syndrome post-traumatique et ou permet à l'enfant un espace sécurisé de parole. Cette prise en charge permet de travailler sur sa souffrance et sur son vécu de maltraitance. Travailler sur ce vécu, c'est réduire grandement les chances de reproduction sur les générations d'après, car il y a une réalité que vous connaissez, les parents maltraitants ont été pour la grande majorité des enfants maltraités. Quand nous travaillons avec les parents, la majorité qui révèle un passé de maltraitance n'ont pas travaillé leur histoire sur un plan thérapeutique. Par conséquent, nous les redirigeons la majorité du temps vers les centres médico-psychologiques qui sont pour la plupart du temps saturés. En Seine-et-Marne, on a entre 1 et 2 ans d'attente avant qu'un enfant puisse accéder à un suivi psychologique. De plus, les parents sont parfois en difficulté pour y accéder, que ce soit pour des raisons psychiques et ou géographiques. En plus de cette démarche individuelle, il nous paraît important que le parent maltraitant puisse avoir un espace de soins individuel, que ce soit avec le psychologue du service ou le droit commun. La thérapie familiale devrait être aussi beaucoup plus préconisée. En effet, c'est souvent le système familial qui est dysfonctionnement et prend le problème avec tous les membres de la famille, permettant un travail avec tous, surtout quand les parents ont été réticents à un suivi individuel. En ce qui concerne nos difficultés de travail, comme l'ont dit effectivement les collègues du CNAEMO, le recrutement est de plus en plus compliqué. Il manque de travailleurs sociaux diplômés et les salaires de début de carrière ne permettent pas d'attirer beaucoup de jeunes. Ces dernières années, ils préfèrent faire de l'intérim pour être mieux rémunérés, notamment dans les internats. Il y a beaucoup d'intérimaires dans les internats, voire des personnes pas diplômées du tout. Et ce qui engendre effectivement des conséquences, non formées. En tout cas, c'est très compliqué. Les listes d'attente aussi, ça engendre des listes d'attente qui peuvent durer plusieurs mois alors qu'un enfant est en risque de danger. Depuis plusieurs années, les mesures renforcées se sont développées, ce qui est une très bonne chose. Cependant, les services sont saturés et faute de mieux, elles sont redirigées vers de l'AED et de l'AEMO classique alors que le projet était le renforcé. Les enfants arrivent en liste d'attente et ne sont pas vus à la hauteur des difficultés repérées et des objectifs préconisés. Une exception est faite pour les enfants de moins de 3 ans qui passent en priorité car il n'y a pas le regard extérieur de l'école. La dimension administrative est de plus en plus lourde, nous éloigne du terrain et de notre mission première, le soutien et l'aide aux enfants et à leurs familles. Je finirai avec quelques idées, préconisations. Des formations très spécifiques des travailleurs sociaux devraient être obligatoires sur la prise en charge des enfants maltraités physiquement, sexuellement et psychologiquement. Et des formations qui sont régulièrement remises à jour à l'heure des dernières études, à l'heure des dernières avancées, que ce soit en psychologie, que ce soit en tout cas dans l'ordre social, mais c'est vraiment important que les travailleurs sociaux soient formés. Afin de favoriser la prévention aussi, l'ouverture des postes de travailleurs sociaux dans les écoles permettrait une vigilance plus fine et déchargerait les psychologues scolaires et les directeurs d'école. Des assistantes maternelles de prévention seraient également une solution pour les plus petits. Pouvoir solliciter, au lieu d'un accueil, des assistantes maternelles de prévention. Ça a déjà été utilisé par le passé, mais ça s'est éteint faute de moyens. La mise en place de façon plus prégnante de stages de parentalité pourrait être aussi un meilleur moyen de lutte contre les maltraitances et la reproduction de la maltraitance. Les centres de psychotraumatologie restent dans les grandes villes et il en faudrait davantage. Malgré toutes les difficultés que je viens d'énoncer, je peux constater quelques avancées, des instances qui se développent de plus en plus, des prises en compte de l'importance du soin psychologique en complément du soin médical, des professionnels qui sont toujours motivés pour accompagner les enfants et leurs familles. Cependant, il faudrait pouvoir bénéficier de budgets suffisants pour pouvoir développer les projets au profit des enfants et de leurs familles.
Merci de votre écoute. Très bien, bonjour à tous, merci. Alors, je me présente, je suis psychologue donc au sein de la DSEA 77. J'exerce mes missions au sein d'un service d'action éducative qui est donc habilité protection de l'enfance. Et je travaille moi aussi donc auprès de mineurs et de leurs parents, ces mineurs ayant entre 0 et 18 ans. Et le plus souvent, ils ont fait l'objet d'un signalement d'enfants en danger. Alors, à mon sens, la prise en charge des enfants victimes de violences, en tout cas celles intrafamiliales, elles doivent pouvoir se faire, de mon point de vue, dans un cadre institutionnel, avant tout. Parce que vous imaginez bien la difficulté, les craintes, les préjugés, la difficulté des familles prises dans des violences pour consulter un professionnel en libéral, qui d'ailleurs le plus souvent ne sera pas suffisant pour tout prendre en charge, ou pour prendre en charge les situations les plus graves, car le plus souvent, il y a aussi la dimension éducative à accompagner. Alors, il faut savoir que j'ai la particularité également de faire partie, depuis son lancement, du dispositif gouvernemental Mon soutien psy, dans un autre cadre de travail en libéral. Alors c'est un dispositif qui a pris effet en avril 2022, qui n'a pas rencontré le succès attendu, mais qui vient d'être revu. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc en me présentant ainsi, ce que je veux dire, c'est que je peux véritablement témoigner de la complexité des différentes possibilités d'accès ou non aux prises en charge psychoéducatives. Et malheureusement, je peux en dire son insuffisance aussi. Donc, comme je le disais bien souvent, pour ces enfants-là, c'est dans un solide cadre institutionnel et là où les familles ont été repérées comme étant en difficulté, que la prise en charge pourrait le mieux se faire. Et donc, le dispositif Mon soutien psy, dont je fais partie et qui est très bien pour d'autres choses, n'est pas toujours adapté pour des violences subies dans le cadre intrafamilial. C'est beaucoup plus délicat. Il peut être adapté, en revanche, pour des violences subies dans le cadre scolaire, par exemple. Ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà. Il faut comprendre aussi souvent que par leur histoire, par leur fonctionnement, les familles prises dans des violences, elles ont leur spécificité. Elles ont souvent un rapport plus compliqué que d'autres familles avec le regard extérieur et avec l'idée de se faire aider. De façon générale, lorsqu'un enfant a une prise en charge psychologique pour des troubles, et a fortiori pour des troubles issus de la violence qu'il a subie, il va lui être difficile d'investir un espace d'accompagnement psychologique ou de thérapie, si cet espace n'est pas suffisamment sécurisé et dans le fond validé par ces figures tutélaires que sont ses parents. Parce que sans cela, ça va induire un conflit de loyauté, parce que l'enfant violenté reste le plus souvent bien sûr attaché à ses parents, même si ces derniers le malmènent. Les violences que les mineurs peuvent subir aujourd'hui ne sont d'ailleurs pas qu'intrafamiliales, je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent être scolaires notamment en ce moment. Voilà, pour dire quelques mots de la prise en charge elle-même, alors il faut savoir que la violence, elle engendre beaucoup de confusion. Alors, dans la prise en charge, il doit y avoir un cadre, ça c'est impératif, un cadre et des étapes. Il faut un cadre donc sécurisant pour prendre en charge ces dysfonctionnements, un cadre qui protège du risque de représailles aussi, donc un cadre structuré, lui-même protégé, organisé et qui vient à la fois aider les parents et bien sûr l'enfant à identifier ce qui est violent ou ce qui ne l'est pas. Ça, c'est vraiment la première étape, qui pour nous est évidente, mais qui ne l'est pas pour tout le monde. Car l'enfant qui a subi des violences, bien souvent, il s'est entendu dire que c'était normal, ou à cause de lui. Voilà. Donc l'enfant, il doit se sentir autorisé et en sécurité pour évoquer son vécu des violences sans que cela lui donne le sentiment de trahir qui que ce soit. Et alors seulement ensuite. Il y a tout un travail à faire, bien sûr, sur le vécu émotionnel
et les dégâts relationnels occasionnés. Voilà, donc aujourd'hui, il faudrait développer bien sûr la prévention et la formation. Je rejoins ma collègue sur les violences psychologiques. J'observe que les violences psychologiques restent vraiment difficiles à faire valoir. Et parfois même, je dois le dire, auprès des instances de protection elles-mêmes et auprès des magistrats aussi. Encore une précision, on parle des violences directes, mais il y a également les violences indirectes, comme l'exposition des enfants aux violences conjugales, qui créent des troubles importants chez les enfants et qui persistent d'ailleurs à l'âge adulte. Alors là, il y a quand même un progrès depuis quelques années sur la prise en compte de cette exposition indirecte aux violences conjugales, je trouve. Alors, cela peut paraître évident pour certains, mais il faut dire que les violences subies par un enfant, elles ont des conséquences sensiblement différentes que celles subies par un adulte. L'enfant, lui, il est en construction, hein. Donc ça va au-delà du syndrome post-traumatique, bien connu aujourd'hui. Les conséquences dont je parle, elles concernent aussi sa structure de personnalité, et cela peut compromettre durablement l'évolution de son développement, hein. Ça peut perturber sa scolarité comme sa vie plus personnelle, actuelle et future. Et donc, le citoyen qu'il est. Voilà l'enjeu de la prévention et de la prise en charge des enfants ayant subi des violences. Il est là l'enjeu. Voilà, donc aujourd'hui, je suis confrontée à un paradoxe dans la prise en charge. Dans le cadre où je travaille depuis plus de 20 ans, j'ai fait de l'AEMO, de l'AED, de la MJE, enfin, plusieurs missions. Nous sommes en première ligne. Nous aidons les parents à mieux comprendre les besoins fondamentaux des enfants. Donc, il y a beaucoup de compétences, vraiment. Il y a beaucoup de compétences là où nous travaillons, je tiens à le dire. Et pourtant, malheureusement, les possibilités de prise en charge restent très insuffisantes par rapport aux besoins. Parce que la plupart des psychologues que nous sommes, nous exerçons à temps partiel. Ou alors, tout au plus, nous composons un seul temps plein pour une équipe qui souvent est composée de 10 travailleurs sociaux, et ce qui concerne plusieurs centaines d'enfants pris en charge, signalés en danger. Voilà, ça c'est important. Voilà, donc vous comprenez bien que du coup, aujourd'hui, les psychologues comme moi, dans ces services, ils servent essentiellement à affiner le repérage des violences et à soutenir les équipes dans l'analyse des situations, éventuellement quelques suivis ponctuels des familles et des enfants. Mais nous manquons cruellement de temps et de professionnels pour véritablement prendre en charge ces mineurs, alors que nous avons vraiment les compétences et surtout que nous avons retissé un lien de confiance avec l'enfant. Voilà. Donc, alors, le paradoxe est donc le suivant, hein, c'est que nous accédons à la famille, parce que c'est pas facile d'accéder à ces familles. Nous accédons à la famille grâce à un effet, c'est vrai, de contrainte institutionnelle. Nous pouvons donc sécuriser, rassurer l'enfant qui commence à refaire confiance à un adulte, et puis finalement, nous devons réorienter. Et nous devons réorienter quand nous le pouvons, et actuellement nous le pouvons souvent pas, puisque les centres médico-psychologiques sont saturés. Voilà, donc la boucle, malheureusement, est bouclée. Voilà, donc vous aurez compris, il faut davantage de professionnels, des professionnels formés bien sûr aux problématiques violentes pour ne pas faire plus de dégâts. Et pour aider et soigner, il ne suffit pas en effet d'être psy ou travailleur social, il faut absolument être formé à ces problématiques-là, très délicates, que sont les abus et puis les phénomènes d'emprise, et j'en passe. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup pour ces propos préliminaires. Je vais commencer avec quelques questions, j'allais dire. Comme on le voit dans les statistiques, il y a plus de placements que d'accompagnement en milieu ouvert. Est-ce que vous avez des explications? Est-ce que vous pensez qu'on met des placements à défaut d'accompagnement en milieu ouvert ou pas? Je pense que ça, c'est aussi important. Vous me parliez d'un délai de 8 mois. Est-ce que entre la mesure prononcée et la mesure réellement mise en place, est-ce que chez vous, c'est le même type de temps? Je pense que ça, c'est intéressant à savoir. Je voudrais vous entendre si vous avez des idées pour rendre le métier d'éducateur
plus attractif, parce qu'on parle beaucoup des rémunérations, mais je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de rémunération. Donc c'est intéressant aussi de vous entendre. Quand vous faites un suivi tel que celui-ci, quelle est la durée moyenne du suivi d'une famille pour qu'on puisse se rendre compte? Et puis, oui, dans le cadre du... Qu'est-ce que vous pensez du placement à domicile? Parce que moi, déjà, rien que la phrase m'interroge, mais je pense que c'est important qu'on puisse échanger dessus. Vous avez parlé d'assistante maternelle de prévention, j'avoue que je ne connais pas. Donc, si vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Et puis, dans un premier temps, je pense que ça va aller, puis les autres questions viendront après. Donc, je veux bien commencer. Voilà, pour reprendre ce que disaient les collègues, l'une des clés, en fait, je pense, pour bien accompagner un enfant, éviter que le placement soit trop long, répétitif, ou bien que, en fait, ce soit un éternel recommencement avec des ruptures de parcours. Il faudrait vraiment qu'il y ait une meilleure interconnaissance des différents champs, que ce soit le champ de la protection de l'enfance, bien sûr, mais l'éducation nationale, la justice, le champ du handicap, voilà. D'ailleurs, on essaye, nous, au CNAEMO, de se fédérer avec d'autres associations comme l'AIRE pour les dispositifs ITEP ou l'ANMEX pour les MEX, etc., pour essayer de répondre ensemble à la problématique des enfants à la double vulnérabilité, c'est-à-dire qui ont à la fois une mesure en protection de l'enfance, mais qui sont également aussi reconnus avec un handicap. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des initiatives qu'il faudrait prendre comme ça et encourager pour qu'il y ait une meilleure connaissance des différents champs, parce qu'on s'aperçoit en fait que ça ne communique pas en fait entre les différents champs. Un enfant arrive en protection de l'enfance, il s'avère qu'il est par exemple porteur d'un autisme. Ça va s'arrêter à un moment donné où ça va continuer, mais il va être dans un établissement spécialisé avec un hébergement spécifique. Puis il va revenir chez lui. On va remettre en place, par exemple, de l'AMO, mais ça ne va pas suffire, donc on va mettre du renforcé. Mais pour autant, les listes d'attente en renforcé étant particulièrement importantes, la situation aussi peut se dégrader, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas d'accompagnement autour, il n'y a pas comment dire, la famille n'est pas portée autour. Alors là, je cite aussi la protection de l'enfance et champ du handicap, parce que c'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment au niveau du CNAEMO, parce qu'on s'aperçoit que ça croise les champs et qu'on ne communique pas et qu'on cherche à améliorer ça. Mais c'est évident qu'il faut une pluridisciplinarité des équipes de services de milieu ouvert. Moi, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas de pédopsychiatres dans les équipes de milieu ouvert, davantage de temps de psychologues, pourquoi pas des psychomotes, des orthophonistes, parce qu'il y a souvent à croiser des choses, à étayer la proposition d'accompagnement qu'on fait à la famille, et on est souvent très limité, donc on va renvoyer vers le droit commun ou vers des services comme CMP, etc. Il n'y a pas de place. Voilà, il y a 9 mois d'attente en moyenne pour pouvoir, sauf pour les tout petits, effectivement, quelquefois il y a les camps, etc., qui vont un petit peu plus vite, mais ça reste quand même très compliqué. Et puis je pense aussi qu'il faut former effectivement les gens à les travailleurs sociaux à des accompagnements spécifiques. Je pense par exemple à l'accompagnement des jeunes enfants, des 0-6 ans. Voilà. Moi, j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps un service que du renforcé, donc un éducateur pour 10 mesures, donc 10 enfants. Et on a un peu changé au niveau du recrutement des professionnels. On n'a pas pris seulement des éducateurs spécialisés, on a pris aussi des éducateurs de jeunes enfants. Voilà. Et puis, on a formé à des formations complémentaires pour pouvoir répondre le mieux possible au suivi, un suivi qui est en moyenne de 2 ans. Voilà. Je pense que s'il y a beaucoup de placements aujourd'hui, c'est que, en tout cas les études le montrent, l'après-Covid a été assez terrible au niveau des violences intrafamiliales. Et les listes d'attente étant ce qu'elles sont, une situation à domicile se dégrade assez vite. Si elle n'est pas étayée, si elle n'est pas accompagnée par des professionnels qui ont le bagage suffisant pour le faire, ce qui fait qu'on retrouve ces enfants en placement en service d'urgence, puis ensuite en maison d'enfants. Voilà. Et là où je pense qu'on pourrait éviter le placement, c'est qu'il y ait suffisamment d'étayage auparavant et de services de milieu ouvert renforcés. Alors ça, c'est sûr que c'est un plus, avec des formations spécifiques qui prennent en charge et qui accompagnent et l'enfant et sa famille, et puis pour trouver aussi des solutions ensemble, parce que l'idée, c'est pas de déresponsabiliser la famille,
c'est plutôt de la responsabiliser. Et pour avoir aussi des maisons d'enfants, quand l'enfant est placé, c'est très difficile après qu'il retrouve une place au sein de sa famille. Donc c'est sûr que c'est mieux de travailler en amont sa place dans sa famille. Voilà. Je pense que le salaire des éducateurs, il n'est pas terrible. Voilà. Je pense que quand on a un bac plus 3 et qu'on commence à 1 450 € net par mois en milieu ouvert ou 1 500 €, c'est pas... Voilà. Il y a de la concurrence maintenant entre les services. Les éducateurs de services de département, par exemple, peuvent gagner, c'est le cas en Seine-Maritime, 200 à 300 € de plus que dans l'associatif. Donc, il y a aussi une fuite des éducateurs vers ces services-là. En milieu ouvert, on ne recrute plus. C'était autrefois vraiment le Graal, le milieu ouvert. Les éducateurs qui sortaient de formation, et c'était mon cas puisque je suis éducatrice à l'origine, on voulait tous travailler en milieu ouvert. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que les situations sont très compliquées, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moments pour soutenir les équipes, il n'y a pas suffisamment d'échanges. Comme il n'y a pas de pluridisciplinarité, il y a souvent une grande solitude des éducateurs, une responsabilité accrue, voilà, alors, quelquefois, ça débouche aussi, pour reprendre ce que vous disiez, sur un placement, malgré que la mesure se fasse dans les temps, etc. Le placement, quelquefois, c'est le moindre mal, il ne faut pas se mentir, voilà, surtout quand l'enfant est en danger. Mais c'est évident qu'il faudra bien réfléchir à cette question de la prévention en amont et des moyens que l'on donne aux associations pour remplir leur mission. Parce que si on continue à vider les services des éducateurs, parce que je ne sais pas comment on fera demain. Voilà, moi, j'ai eu pendant presque 1 an 3 postes vacants. Voilà, 3 postes, et dont 2 en renforcé. Voilà. Donc, c'est des situations qu'on prend en classique, mais ce n'est pas la même chose d'aller 1 fois toutes les 3 semaines dans les familles ou 2 fois par semaine dans les familles. Ce n'est pas le même travail, surtout avec des petits. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, sur différentes questions que vous avez posées. Et le soutien à domicile, personnellement, je suis très sceptique. Voilà. Le placement à domicile. Je suis assez partagée. Voilà. Ben, en fait, j'en ai pas dans mon association, mais ce que je comprends d'autres collègues qui le mettent en place, c'est que peut-être il faut changer la terminologie, mais un placement à domicile, c'est déjà une terminologie assez étonnante. Soit c'est un soutien à domicile, soit c'est un placement à domicile. C'est particulièrement étonnant. Après, ça peut avoir un intérêt, c'est que on peut aussi, certains services peuvent mettre de l'internat séquentiel, c'est-à-dire permettre effectivement mais on le fait aussi en CEMO, hein, en service de milieu ouvert, ça existe aussi. Hein. Voilà. Et après, peut-être c'est une question aussi de coût et de moyens à la place, puisqu'on sait que le renforcé coûte plus cher que le classique et plus cher aussi peut-être que le placement à domicile. Donc tout ça est à réfléchir. En termes de terminologie, je pense que des fois on s'y perd un peu. Donc peut-être à clarifier aussi les missions de chacun, parce que j'avoue que je vois pas trop mais ça c'est vraiment personnel, c'est pas la présidente du CNAIMO qui dit ça, c'est vraiment l'éducatrice. J'ai du mal à voir un peu l'intérêt du placement à domicile, tel en tout cas qu'il est défini aujourd'hui. Voilà. Ouais, j'éteins. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, par rapport à toutes ces questions que vous posez, il y a une réponse qui peut venir un peu répondre à tout. C'est le sens qu'on met derrière une décision. Le sens qu'on met, pourquoi plus de placements que d'AEMO? Mais en fait, quel est le sens de la mesure qui a été prise, en fait? Parce que, au-delà du fait qu'il y ait plus de placements ou de mesures d'AEMO, la question, c'est est-ce que ça vient vraiment répondre à une problématique? Parce que la question du placement, alors on n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais la question du placement, que ce soit un placement en famille d'accueil, un placement en maison d'enfants, un placement en hôtel, un placement en... C'est pas la même chose. On parle de choses complètement différentes. Et bien souvent, ça se prend par défaut. Et la mesure d'AEMO, moi, j'en parle aussi parce que avant d'arriver dans le milieu ouvert, j'ai fait quasiment 20 ans en cellule, en hébergement. Donc du coup, j'avais un regard de l'AEMO, mais côté hébergement. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a des fois des passations, c'est-à-dire qu'on prend des décisions par défaut. Si ça marche pas, on va tenter ça. Si ça marche pas, on va tenter ça, et ainsi de suite. Et on crée des nouveaux dispositifs. Et le PEAD, c'est aussi une création de se dire, le placement à domicile, pardon, ça va être, on va créer un nouveau dispositif. Je fais l'amalgame un petit peu, je montre l'école. On a créé des SECPA, on a créé des ITEP, on a créé des... Et en fait, les enfants glissent d'un dispositif à un autre et on perd le sens de pourquoi on le met là.
Et du coup, on trouve des gens qui sont complètement perdus, des enfants qui sont en rupture, parce que ça ne vient pas répondre à un besoin tel qu'il est. On pose la question de l'attractivité des professionnels. Alors, on peut faire l'économie de parler des salaires, c'est compliqué pour nous, parce que tous les jours, on gère ça. Donc, c'est compliqué et que c'est réel. Mais aussi le sens des professionnels. C'est-à-dire que, Céline l'a dit, il n'y a plus de pédopsychiatres dans les institutions. Avant, il y avait des pédopsychiatres qui participaient. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais il y avait ce regard un petit peu médical qui tombait, qui discutait avec le psychologue et qui avait une véritable crédibilité dans les services. Aujourd'hui, on n'a plus de pédopsychiatres, on a des chaises vides parce que les institutions se disent on va quand même garder ça au cas où qu'on arrive à recruter un pédopsychiatre et puis ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on a une espèce de politique de la chaise vide. Et ce qui fait que les équipes, elles perdent du sens en fait. Et les pluries deviennent des pluries éducatives avec un psychologue, mais il manque quelqu'un. Voilà. Donc, encore une fois, le sens. La durée des mesures, on va dire que sur le milieu ouvert, on est entre 1 an et demi et 2 ans et demi sur les durées de mesure. On va dire qu'on est sur cette échelle-là. Mais encore une fois, le sens de la mesure. Qu'est-ce qui fait que cette mesure-là a dû durer 2 ans? Qu'est-ce qui fait que cette mesure-là a dû durer 1 an? La problématique n'est pas la même, la raison n'est pas la même. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe au bout de ces 2 ans et demi? C'est ça aussi qu'on devrait se poser une question. C'est-à-dire, si au bout de 2 ans et demi, 3 ans de mesure de milieu ouvert, c'est un placement, à quel moment on vient questionner aussi ce qui s'est passé avant? Est-ce que c'était vraiment la réponse adaptée? Est-ce que la situation a évolué? Ou est-ce qu'on est sur des retours positifs au domicile? Parce qu'il y a aussi des retours positifs au domicile suite à des mesures de milieu ouvert. Voilà. Donc la question, pour moi, c'est là aussi la porte d'entrée. Il y a eu quand même des recommandations de travailler sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Je pense que si on fait un état des lieux du nombre de mesures qui concernent des enfants âgés entre 0 et 3 ans, on est très, très, très bas. Aussi parce que c'est quelque chose qui avait été discuté à l'époque lors des assises du CNAEMO. C'était, je pense qu'il y a encore dans les têtes, que ce soit les juges, que ce soit les départements, mettre une mesure à un enfant de 0 à 3 ans, c'est quand même un petit peu difficile, quoi. Et du coup, on attend quoi? En fait, on attend le passage à l'acte. Et une fois que l'enfant est dans une conduite de passage à l'acte, ou le parent, c'est-à-dire, on n'y arrive plus. Donc c'est vrai qu'on se rend compte, nous, sur les mesures d'AED, parce que moi, je suis aussi directeur d'un établissement qui fait que des mesures administratives, on exerce 1000 sur Paris. Les mesures qui concernent des tout-petits, c'est des mesures qui fonctionnent bien. Aussi parce que le parent, à cet âge-là, quand son enfant à cet âge-là, il est prêt aussi à prendre de l'aide. En fait, il est disposé à avoir de l'aide et on y arrive beaucoup mieux. C'est sûr que quand vous accueillez un enfant de 14 ans qui est déscolarisé, qui fait sauter tout partout parce qu'il est dans une culture de rupture en fait. Mais un éducateur qui va aller le voir, alors toutes les 3 semaines, moi je trouve ça super et c'est génial. Mais on n'y est pas toujours, quoi. Et des fois, la mesure de milieu ouvert va être une visite par mois et demi. On ne peut pas être là-dedans. Donc la question de la norme, c'est un vrai sujet. On a parlé de la norme dans l'hébergement. Je crois que la question de la norme en milieu ouvert devrait être un véritable sujet. Ce n'est pas possible que moi, dans mon service, je vais dire les chiffres, je suis à 21 mesures d'accompagnement en AED. Et si je prends un service... Si tu prends le mien, je suis à 28. Et il y a des services qui montent jusqu'à 35. Et à 35, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Et pourtant, on est censé faire le même travail à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, s'il y a aussi quelque chose à apprendre pour rendre le métier attractif, c'est aussi éviter que l'éducateur ne soit là que en se disant j'ai un rapport à écrire, mais qu'il ait aussi le temps de créer de la relation avec des familles. Et là, aujourd'hui, la relation, on l'entend, les anciens enfants qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, ils ne disent que ça. Ils ne disent que, quand ça a fonctionné, j'ai eu une relation avec un adulte, en fait. J'ai eu une relation. Et tous autant qu'on est, on est construit pareil. Vous prenez n'importe qui autour d'une table qui était nul en mathématiques pendant toute sa scolarité, et puis en terminale, il est devenu bon et dit « mais ce prof, il m'a marqué ». Mais en fait, un éducateur, c'est ça. Et à quel moment on peut... Ouais, c'est très vrai. Non, mais à quel moment on se dit aussi que l'éducateur, son pouvoir, son super pouvoir, c'est peut-être d'avoir le temps de créer une relation avec des parents et un enfant. Ça devrait être ça, son super pouvoir. Et aussi apprendre le parent à métacommuniquer sur les difficultés qu'il rencontre avec ses enfants. Voilà. Donc, et ça répond, je pense, à toutes les questions. La question des PEAD, ça vient peut-être aussi en prolongement parce que dans le milieu ouvert, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a les sages qui sont propres, peut-être à Paris, on les trouve un petit peu plus, les sages, services d'accueil éducatif, où là, on est sur des normes à
entre 7 et 8 enfants par travailleur social, avec des obligations de rencontre très, très régulières, et surtout de créer des activités collectives entre les jeunes. Et ça marche plutôt pas mal. Et donc peut-être que le PAD était une extension des sages pour essayer en fait de mettre aussi de l'intervention à partir du domicile dans des interventions très resserrées. Voilà. Moi, je peux que rejoindre ce que vous avez dit. Effectivement, 27, 28, c'est compliqué. Par contre, pour avoir fait les deux, et AEMO et AED, alors c'est de ma petite fenêtre, il y a quand même une différence au niveau de l'âge. En AEMO, par exemple, en tout cas, en ce qui concernait les familles que je suivais, j'avais beaucoup plus d'enfants en bas âge et beaucoup moins en AED. C'est-à-dire qu'effectivement, l'AED, il y a, je ne sais pas pourquoi, une surreprésentation des enfants à partir de 10-11 ans, mais très peu de tout petits. Alors, en ce moment, justement, j'ai quelques tout petits. Et effectivement, quand ils sont petits, comme ça, avec les parents, quand ils sont jeunes, avec des moyens, c'est-à-dire, alors on parlait d'assistantes maternelles de prévention. Les assistantes maternelles de prévention étaient, en tout cas à l'époque, dans le sud de la Seine-et-Marne, des assistantes maternelles qui étaient mises à la disposition quand, effectivement, dans une mesure éducative, il y avait des difficultés avec un tout petit, mais qu'il n'y avait pas nécessité de placement. C'était pour soutenir le parent à un moment donné et pour accompagner l'enfant vers de la stimulation, vers en tout cas une certaine protection, mais tout en laissant l'enfant auprès du parent, parce qu'on sait effectivement, alors nous on a beaucoup plus de jeunes mamans seules avec des enfants, que pour faire entre guillemets une pause, pour leur permettre un petit souffle, on va dire un petit temps où elles peuvent souffler, elles allaient à l'assistante maternelle de prévention, qui était entièrement financée par l'aide sociale à l'enfance. Donc, il n'y avait pas les histoires de contrats, etc. Tout était pris en charge. Et ça, on l'utilisait pas mal. Alors, il y avait peu de place, mais c'est vrai que du coup, on n'arrive pas à un placement. Pour le parent, c'est beaucoup plus facile à accepter d'aller voir une assistante maternelle qu'un accueil provisoire. Donc, c'est des choses qui marchaient très bien. Ça n'existe plus, je ne sais pas pourquoi. En ce qui concerne, effectivement, alors nous, les listes d'attente, elles sont fluctuantes. Elles sont fluctuantes pour plusieurs choses. Elles dépendent si l'effectif des travailleurs sociaux. Alors nous, on est mélangés dans l'équipe. On est assistante sociale et éducatrice spécialisée. Et mes collègues aussi, il y a des EJE. Voilà, on essaye effectivement de mélanger les travailleurs sociaux parce que croiser les compétences, c'est toujours un plus. Et les listes d'attente, alors il y a des fois, on n'a pas ou peu, c'est-à-dire on a 1 mois d'attente. Alors ça, c'est vraiment le top. La mesure arrive, elle est ouverte 2 semaines après. Voilà, ça c'est... Et puis en ce moment, je ne sais plus où on est exactement, mais on doit prendre les mesures d'octobre ou de novembre. Voilà. 2023. Donc, sauf effectivement les petits où là, on n'a pas du tout d'attente. Quand il n'y a pas de regard extérieur de l'école, quand il n'y a pas de prise en charge extérieure, vraiment, on y va, c'est pris vraiment dans la foulée. Voilà. Et ces temps d'attente sont délétères pour les familles, parce que quand on arrive, vous parliez de pourquoi il y a plus de placements, les temps d'attente, ils sont aussi pour quelque chose, c'est-à-dire que là où on pourrait arriver, où on nous a signalé effectivement un enfant, quand on arrive tout de suite, je ne dis pas que ça fait des miracles, mais on peut éviter effectivement que la situation se dégrade. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand on arrive au bout de 3, 4, 5, 6 mois, la famille, à juste titre, nous dit c'était avant qu'on avait besoin de vous, maintenant c'est compliqué. Alors on arrive quand même à essayer de rattraper, mais c'est vrai que ça peut être compliqué dans l'adhésion. Et puis on n'a plus de saisissement direct. Il y a quelques années, maintenant peut-être plus d'une dizaine, en AED, on pouvait nous saisir directement, c'est-à-dire qu'un parent pouvait, par le biais de l'assistante sociale scolaire, par le biais juste aller à la MDS, même par le biais de l'AEMO, on pouvait faire un relais comme ça de saisissement direct. Maintenant, pour avoir une aide éducative à domicile en administratif, on est obligé quasiment à chaque fois de passer par une évaluation.
Une évaluation, ça implique plusieurs choses. Déjà, un travail évaluatif à peu près de 3 mois sont les délais, en tout cas, nous, d'attente actuellement. Et puis aussi, quand même une certaine réticence des parents à se dire moi j'aimerais bien qu'il y ait effectivement un travailleur social qui m'accompagne avec mon enfant, mais il va falloir que je passe par l'évaluation. Je peux vous dire que ça décourage plus d'un parent, en tout cas, qui n'ont pas envie de se retrouver dans la grosse machine effectivement de l'aide sociale à l'enfance et que du coup préfèrent ne pas y aller tout de suite. Mais ne pas y aller tout de suite peut être des difficultés qui s'amplifient pour après. La durée moyenne du temps, alors j'en aurais pas à vous donner parce que c'est très variable. Je dirais entre moins d'1 an parce que quand les mesures elles nous arrivent très dégradées, voire pas dans le bon cadre, c'est-à-dire renforcées, on est vite amené à soit un signalement pour que ça soit prise en judiciaire, soit effectivement être dans un autre cadre. Et elles peuvent aller en moyenne, je dirais, entre 4 et 5 ans, sachant que, alors c'est des moyennes, le temps peut pas être défini, ça dépend vraiment de la famille. Une famille peut être accompagnée pendant... Moi, là, j'arrête une situation, ça fait 3 ans que j'accompagne la famille et je l'accompagne, je sais qu'elle ne reviendra pas dans le système. Parce qu'effectivement, on a pris le temps, les choses ont été travaillées et pour le coup, je pense, entendu et accompagné, mais on a pu avoir ce temps. Pour d'autres familles, ça va être 4 ans. 5 ans, et des fois ça fonctionne parce qu'il y a des familles qui vont être plus réceptives à un moment donné, voilà, et puis pour d'autres ça ne fonctionnera pas. Et là on remet effectivement, alors malheureusement ces derniers temps on a beaucoup plus judiciarisé les mesures. Moi j'ai jamais fait autant d'IP, en tout cas pour que ça passe en judiciaire ces derniers mois. Voilà, pour l'attractivité, alors on a quelque chose qu'on n'avait pas auparavant, c'est-à-dire qu'avant, en tout cas en ce qui concerne les éducateurs et les assistantes sociales, on passait des concours de sélection et on avait effectivement, c'est toujours le cas, sauf que ça passe par Parcoursup. On a des... Voilà, donc ça passe par effectivement cette plateforme et la plateforme sélectionne, mais pas forcément sélectionne en fonction de la motivation voilà, des personnes. Et je l'ai vu dernièrement dans mon dans effectivement mon entourage où il y a plein d'écoles effectivement à cocher et donc on va mettre les écoles qui nous paraissent les plus intéressantes. Je pense qu'il y a quelques années, effectivement, quand on voulait passer le concours, en tout cas d'assistante sociale et d'éducateur, on allait sur une école et voilà, il n'y avait que effectivement les personnes qui voulaient, en tout cas, être travailleurs sociaux. Voilà, je pense que pour le placement à domicile, j'ai pas d'avis pour le moment. Merci. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Pas grand-chose, parce qu'après tout ce qui a été dit, effectivement, c'est assez complet. Donc, pourquoi davantage de placements ? Oui, des situations dégradées qui génèrent des crises inquiétantes. Et effectivement, parfois aussi, peut-être le parapluie que l'on ouvre, parce que personne dans la profession n'a envie un jour d'avoir un drame dans sa conscience. Voilà. Donc, moi, je me souviens, il y a quelques années, avoir travaillé en AEMO et où le travail, à un moment donné, ne consistait plus qu'à gérer de l'urgence. Voilà. Donc, là, ça ne va pas. Alors, ça s'est un peu calmé, mais c'est par période. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est un enfant, ça ne s'élève pas tout seul. Voilà, il y a des cultures où il y a des dictons qui disent ça très bien, qu'il faut tout un village, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est parfaitement vrai. Un enfant et des parents, ça a besoin de ressources. Voilà, et vous savez bien que nous ne sommes pas tous égaux de ce point de vue-là. Et les familles qui sont dans des situations de précarité
elles cumulent des difficultés. Ajouter à cela un enfant qui est en difficulté scolaire, par exemple, voilà, ça va être compliqué pour ces familles de gérer tout ça. Je pense aussi, c'est un engrenage en fait, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des familles qui certes peut-être ont des transactions plus violentes que d'autres au sein du domicile, mais voilà, qui cumulent aussi avec un enfant qui a des difficultés scolaires, et ça c'est comme ça peut arriver, qui va devenir agité, qui fait des crises à la maison, et on a des engrenages comme ça qui se mettent en place, et là on ne trouve pas les ressources toujours suffisantes extérieures, j'entends, hein, c'est-à-dire que des lieux de soutien aux devoirs, à la scolarité, il en existe bien sûr, mais il n'en existe pas également partout. Je pense aux ressources aussi sportives, c'est très important, le sport. Voilà, tout ça, ça peut composer les colonies. Alors nous utilisons, mes collègues ont recours aux colonies qui, en plus de socialiser les enfants, permettent à tout le monde de souffler. Ça c'est très très important, et de permettre des processus de séparation essentiels. Et d'éviter des séparations plus graves, justement. Voilà, ça, ce sont des ressources, il y en a, mais elles manquent. Donc, il faut développer ces ressources-là, c'est le tissu associatif, c'est tout ça. Et ça permet, effectivement, ça permet pas de pallier tout, mais ça peut répondre à certaines questions. Et aujourd'hui, on manque beaucoup de ces ressources. Alors, on disait, dans nos services, il n'y a plus que des éducateurs et des psychologues. Nous avons la chance d'avoir une TISF, travailleuse familiale, mais tous les services n'en ont pas. Mais nous n'avons pas d'infirmières, nous n'avons donc pas de médecins psychiatres, mais je pense aussi aux enseignants spécialisés. Vraiment, quand on pense le nombre de problématiques avec des difficultés scolaires, des violences qui surgissent au moment de faire les devoirs avec les enfants, vraiment, je pense que voilà, la question des enseignants spécialisés vraiment serait à ouvrir. Ça serait précieux, en tout cas, dans nos missions, d'en avoir. Et j'oublie certainement d'autres professions. On a parlé d'orthophonie, bien sûr. Voilà. Alors, à cela s'ajoutent des problématiques grandissantes à côté, qui sont la problématique des écrans et les problématiques conjugales qu'on voit augmenter actuellement, et qui, là, pareil, créent un engrenage dans les violences, parce qu'effectivement, ces problématiques-là génèrent beaucoup d'insécurité et d'agitation chez les enfants, agitation qui est donc difficile à prendre en charge par les parents, qui peuvent y répondre par de la violence, et ainsi de suite. Voilà, donc on est pris dans tout ça, et c'est dans tout ça qu'il faut agir aussi pour réduire les phénomènes de violence. Voilà, le placement à domicile, je n'ai pas grand-chose à en dire parce que je ne connais pas bien. Par contre, il y a ce qu'on appelle chez nous l'accueil modulable qui correspond à un accueil séquentiel. Je trouve le principe intéressant, l'idée qu'à un moment donné, lors d'une crise, ils appellent ça faire un repli, ils font un repli de l'enfant. Voilà, je trouve ça intéressant, mais après, il faudrait voir ce qu'il en est vraiment sur le terrain. Et bien sûr, je voudrais finir sur cette question la question des normes. Vraiment, ça c'est essentiel. Ça fait plus de 20 ans que je travaille, j'ai toujours eu des normes astronomiques et je n'ai jamais compris pourquoi ces normes, comment un référentiel peut dire qu'il suffit de voir un enfant ou de rencontrer sa famille toutes les 3 semaines quand il s'agit d'un enfant signalé en danger. Je précise bien, hein, c'est-à-dire que quand le lambda consulte à l'extérieur en libéral ou autre pour son enfant parce qu'il a des difficultés, il consulte parfois son médecin ou son psychologue chaque semaine. Les enfants signalés en danger, il suffit de les voir une fois toutes les 3 semaines. Ça me questionne beaucoup. Voilà, donc la question des normes, effectivement, de mon point de vue, elle serait vraiment, vraiment à revoir. Les normes, c'est-à-dire les quotas par travers sociaux, mais aussi la fréquence. Voilà, mais ça va avec. Une dernière chose sur la question de l'attractivité. Il y a une vraie difficulté lors des stages. Voilà, dans les années d'études, les étudiants ont les plus grandes difficultés
à trouver des stages qui sont cruciaux pour savoir si ça leur va, si ça leur plaît, et ce qu'ils veulent faire plus tard exactement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour rebondir juste sur la fin de votre propos sur les écrans. Cet après-midi, en ce moment, je crois, la commission Enfance et Écran remet son rapport au président de la République et à la ministre en charge du numérique, Madame Ferrari, dans ces moments-là, à l'Élysée. Donc j'espère qu'on aura des choses intéressantes, parce que vous avez complètement raison, ça devient un vrai sujet. D'ailleurs, les représentants de la CRIP nous l'ont dit la dernière fois, où ils arrivent à avoir maintenant des familles qui n'avaient pas le profil à venir auparavant à cause de ces écrans. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un vrai enjeu pour l'avenir. Les normes, j'entends beaucoup parler de normes. J'aimerais vous entendre si vous avez des propositions. J'ai reçu des propositions pour le milieu fermé, entre guillemets, par d'autres instances. Donc si vous en avez, c'est le moment, parce que c'est vous qui êtes le plus à même de nous dire, a priori, ce qui serait le plus intéressant. Juste aussi, nous expliquer un petit peu le SAGE, parce que j'avoue que ça, on connaît moins. Et puis, je crois que tu avais une question, et j'enverrai après, j'en ai d'autres derrière. Merci en tous les cas pour tous vos propos qui nous font bien plus comprendre les difficultés que vous rencontrez. J'ai même l'impression, alors c'est un ressenti complètement personnel, que quand vous exposez les situations auxquelles vous faites face avec des enfants, que vous êtes évidemment frustré, parce que c'est comme si vous ne faisiez que poser des pansements de temps en temps et que vous choisissiez effectivement l'accompagnement des enfants et des familles, et vous l'avez très bien dit, à défaut, parce que manque de personnel ou manque de structure existante ou manque, etc., etc. Et étant à la fois sur le sujet, en tant que député, sur le sujet du harcèlement à l'école et la médecine scolaire, et de l'autre côté sur les enfants en situation de handicap, je comprends bien tout ce que vous pouvez dire, et toute la difficulté, effectivement, que vous avez parlé de silo aussi, quelque part, que c'était peut-être beaucoup trop en silo pour pouvoir bien et mieux accompagner les enfants. Et d'ailleurs, pour les accompagnants, les AESH, moi j'aimerais bien qu'on passe des AESH aux AESH, de quoi elle parle, des accompagnants d'élèves en situation de handicap aux accompagnants d'enfants en situation de handicap, parce qu'un enfant, un élève est avant tout un enfant, et son handicap, il ne le laisse pas dans les quatre murs de l'école, et peut avoir besoin d'accompagnement par ailleurs. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin de désiloter. On voit bien toutes les difficultés en termes de recrutement. Alors vous parliez de travailleurs sociaux. Alors moi, j'aimerais bien le principe de travailleurs sociaux dans l'école, et notamment dans le primaire, et dès le plus jeune âge, parce que c'est sans doute là aussi on arrive à détecter des situations. Et comme vous le disiez très bien, plus on s'y prend tôt, mieux on accompagne. Et mieux les familles peuvent, autant que faire se peut, reprendre des parcours beaucoup plus sereins. Mais on a toute la difficulté dans la médecine scolaire, dans la santé scolaire, où on a un manque d'infirmières. On a que 900 médecins aujourd'hui pour 12 millions d'élèves, 8000 infirmiers pour 12 millions d'élèves, infirmières plus en général. Bref, on voit bien qu'on a des difficultés. Et mon rêve, si je pouvais en avoir un, c'est de voir comment on arrive à désiloter ça. Et quelque part, donc je voudrais peut-être avoir votre avis là-dessus, d'une certaine manière, en fonction des territoires, à créer, pas créer pour recréer quelque chose, hein, parce que là, sinon on va pas m'aimer du tout, mais à se dire de créer sur un territoire donné, qui peut être l'équivalent d'une circo d'éducation nationale, ou en tous les cas un périmètre donné, où on pourrait faire en sorte de créer des échanges entre les directeurs d'école. Vous parlez d'associations sportives pour qu'ils puissent, les colonies, enfin la collectivité territoriale aussi, la ville, qui peut être porteur de ressources et force de proposition en termes de mise à disposition de ressources en direction des familles, des enfants, et travaillant aussi avec beaucoup d'associations. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir une instance qui permette de créer ces passerelles et d'accompagner le parcours de l'enfant,
et de sortir de ce principe de silo, où vous disiez qu'effectivement, si vous changez de structure, il faut quasi refaire un dossier, enfin bref, et qu'on a le même problème pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap. On change d'académie, de département, il faut refaire un dossier, refaire les démarches. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel je commence à sérieusement travailler. Donc je voulais peut-être vous entendre là-dessus, sur le fait de comment est-ce qu'on pourrait, ou est-ce qu'on pourrait, et de faire un lien entre la santé de ville, la santé scolaire, la santé chez vous, enfin, de créer ces passerelles qui permettraient peut-être de mieux accompagner et le plus tôt possible, et au travers potentiellement de la collectivité, qui est le lieu central beaucoup aussi pour les familles qui viennent nous voir dans nos mairies. Quand elles vont vers le CCAS, elles sont potentiellement à l'école en fonction de ce qui se passe, avec des situations qui sont des situations et des informations préoccupantes ou des signalements qui sont faits par les directeurs d'école, et combien me disent qu'ils n'ont pas souvent aidin de retour. D'autre part, potentiellement, c'est dû classer indirectement sans suite parce qu'on estime que c'est pas trop grave, et donc vous le disiez très bien, parce que sans doute derrière ça suit pas, et on attend finalement le drame ou un drame quelconque pour prendre en charge. Donc c'est un peu ça qui est très perturbant en fait. On a l'impression qu'on ne fait que poser les pansements. Et moi, ça m'interpelle d'autant plus, et j'en ai bientôt fini avec les violences qui sont en recrudescence aujourd'hui, avec les drames que l'on voit. Et peut-être se dire, du côté du ministère de l'Éducation nationale, on nous dit qu'il y a notamment 50 000 places disponibles en internat. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien à faire avec l'Éducation nationale pour une prise en charge des enfants dans des internats, avec tout un protocole évidemment, mais on sait quand même que, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas ces passerelles entre institutions ou entre ministères, enfin, peu importe, alors que, même si on a encore besoin évidemment de moyens, de remettre en place l'attractivité, pour autant, on a quand même des ressources sur le territoire national, et que j'ai l'impression qu'on les utilise pas à plein, en fait. C'est ça, en fait, qui, quelque part, m'interpelle. Mais je veux bien commencer à répondre. Déjà, en vous entendant, je me disais que on a tous des sigles très différents, en fait. Moi, je ne connais pas non plus ça, je n'ai jamais entendu. Mais je m'aperçois surtout qu'on a des politiques aussi départementales qui sont très différentes les unes des autres. La protection de l'enfance est portée aujourd'hui principalement et quasiment que par les départements. Ce qu'on se rend compte, nous, au CNAEMO, c'est qu'il y a quasiment autant de disparités dans les associations qu'il y a de politiques départementales. On n'a pas les mêmes sigles. On n'a pas les mêmes moyens. À un endroit, on va dire un éducateur pour 21, c'est bien, alors qu'à côté, il y a un éducateur pour 28. Quand je dis 28 mesures, donc 28 enfants. Mais des fois, c'est des fratries. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon département, on peut dire une mesure en AED dans cette famille, donc en action éducative à domicile, pour un enfant qui va être un peu le symptôme de la famille, mais c'est une fratrie de 3. Donc, on multiplie encore le nombre d'enfants à accompagner. Donc ça, c'est un vrai souci au niveau des terminologies. Moi, j'ai 55 ans, j'ai été éducatrice de jeunes enfants diplômée à 21 ans. Je trouve que ça se dégrade terriblement. Là où il y avait beaucoup plus de simplicité dans les relations avec l'éducation nationale, etc., autrefois, maintenant, il faut passer systématiquement par des commissions. Il faut avoir des autorisations spécifiques. Il faut appartenir à certains services pour pouvoir travailler. Par exemple, les CESAD travaillent très bien avec l'éducation nationale parce qu'ils sont reconnus comme tels, et qu'il y a il y a ce qu'on appelle les projets de mise en commun éducation nationale, protection de l'enfance ou champ du handicap, puisque dans le champ du handicap, il y a beaucoup de CESAD. Là, ça fonctionne bien. Par contre, s'il n'y a pas les ouvertures, s'il n'y a pas les liens, s'il n'y a pas les autorisations, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment très cloisonné et très fermé. On ne peut pas rentrer comme ça dans une école. Il faut que le directeur demande l'autorisation à l'inspecteur pour que les éducateurs rentrent dans l'école, viennent travailler ou assistent même aux synthèses. Demander à un enseignant de venir assister à une synthèse dans une association, c'est mission impossible. Ils ont 108 heures de temps de réunion, mais en intra, pas à l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais c'est très, très, vous le dites très bien, c'est très cloisonné. Et c'est de plus en plus cloisonné. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un peu plus de souplesse avant. Maintenant, tout est question de procédure, de protocole. Chacun est dans son précaré. Voilà. Je
pense que les ministères ne travaillent pas beaucoup ensemble non plus, si je puis me permettre, et ne communiquent pas non plus beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, chacun travaille dans son coin un certain nombre d'objectifs, mais ça ne se croise pas. Alors que moi, je partage complètement ce que vous avez dit. C'est-à-dire que si on arrivait je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, mais si on arrivait davantage à croiser les différents champs, on arriverait certainement à faire une prévention beaucoup plus efficiente, beaucoup plus efficace que ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, je regrette aussi que dans beaucoup d'endroits, il n'y ait plus justement de services de prévention. Les services de PrEV, comme on disait, il y en a énormément qui ont fermé. Justement, juste avant le Covid, je sais qu'au Havre, par exemple, 50% du budget de la prévention a été supprimé. Donc ça aide pas non plus à éviter les violences dans les zones sensibles, dans les quartiers sensibles, etc. On commence aujourd'hui à en remettre en place. Autre point aussi, moi, qui me semblait essentiel, on a arrêté la prise en charge en protection de l'enfance à 18 ans. Bon, là, on voit dans certains départements, alors je vous dis pas l'horreur, quoi, parce que c'est-à-dire qu'à 18 ans, c'est fini, terminé, hop, et on arrive à demander à ces enfants-là des choses qu'on ne demanderait jamais à nos propres enfants, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, ça y est, il y a quelques appels à projets. Alors maintenant, on est aussi assujettis aux appels à projets. Il y a quelques appels à projets, parce que moi, je suis directrice générale d'une association, donc aujourd'hui, qui gère tous les champs, c'est-à-dire protection de l'enfance, handicap et justice, puisque j'ai un centre éducatif renforcé aussi. Eh bien, des appels à projets dans tous les champs, mais il n'y a pas de croisement dans les appels à projets. Il pourrait y avoir des appels à projets conjoints. Voilà, et ça serait certainement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus productif. Il n'y en a pas. On va répondre, par exemple, pour les jeunes majeurs sur une question. Donc là, l'accompagnement des jeunes majeurs en protection de l'enfance jusqu'à 21 ans. Super, avec des services. On crée donc des nouveaux dispositifs. Alors qu'en fait, il suffirait... En fait, quand j'ai répondu à l'appel à projet, je me suis dit, mais ça, en fait, c'est du milieu ouvert renforcé. On va à domicile ou chez des tiers, enfin, là où vivent les jeunes de 18 ans, 1 fois ou 2 fois la semaine. Mais ça s'appelle le dispositif Maeva, dans mon département. Nouveau dispositif, nouveau sigle. Et peut-être que dans un autre département, il va se faire quelque chose de semblable qui va s'appeler encore autrement. Et en fait, on s'aperçoit que sur les territoires, il y a des politiques qui sont en fait qui se croisent pas non plus entre elles. Même les départements ne se mettent pas d'accord sur le coût de la mesure, le prix, l'encadrement. C'est pas pareil d'être un éducateur pour 10 mesures qu'un éducateur pour 30. Moi, je serais plutôt pour qu'il y ait que des mesures pour 10, quoi. Je trouve que ce serait parfait. Mais ça s'appelle du renforcé, voilà. Alors que je pense que, je crois que c'est vous qui le disiez très justement, le temps est important, toi aussi tu le disais Bertrand, le temps est important pour créer la relation. C'est pas en y allant 1 fois par mois qu'on va créer une relation satisfaisante. Quelquefois, ça suffit parce que c'est bien étayé par ailleurs, mais quelquefois c'est trop juste. D'où, effectivement, sont nées les mesures renforcées, où là, effectivement, moi j'ai ouvert un service en 2021. Le retour que j'ai, c'est que quand même, les accompagnements sont moins longs et surtout, on arrive plus rapidement à orienter. Et aussi, à voir s'il y a un problème de déficience intellectuelle, un handicap quelconque, etc. Et les mesures pour les petits devraient être davantage développées aussi. Les 0-6 ans, je crois que tout le monde l'a dit, mais les 0-6 ans, c'est essentiel. C'est essentiel. Et on ne peut pas aller 1 fois par mois dans une famille où il y a un bébé. Évidemment que ça peut être pour moi que du renforcé. C'est-à-dire qu'au moins 1 fois, voire 2 fois la semaine. Voilà. Bon. Je m'emballe un peu, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que c'est trop fermé et que tant que ce sera fermé comme ça, tant qu'il y aura des procédures compliquées, des protocoles compliqués, des choses pour pouvoir travailler les uns avec les autres, on n'y arrivera pas, en fait. On aura énormément de mal. Et oui, des éducateurs spécialisés dans les écoles ou des éducateurs de jeunes enfants, ce serait génial. Sauf qu'on n'arrive déjà plus à avoir des AVS pour les enfants qui ont un handicap. Voilà, moi j'appelle ça encore AVS, mais c'est ça, vous avez raison. Voilà, donc c'est un peu honteux. Enfin, je veux dire, vous voyez, on en est là quand même. Moi, je connais un enfant qu'on suit dans mon service. Il avait quand même 20 heures d'AVS l'année dernière. Cette année, il a 5 heures. Il a toujours le même handicap, il grandit. On dit inclusion plus dans les écoles, sauf qu'en réalité, quels moyens on donne pour que l'inclusion soit réellement efficace? C'est-à-dire que là, en fait, il est en train de perdre, d'une certaine manière, les acquis aussi qu'il a eus. On baisse son temps de scolarité parce qu'on ne peut plus l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc, du coup, finalement, on n'est plus dans l'inclusion. Et on n'a pas d'autres propositions à côté, sauf à aller en établissement spécialisé. Voilà. Oui, je ferme. Pour compléter, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Si je reprends dans l'ordre, quand on parle de normes, en fait, on attend tous un chiffre.
C'est vrai qu'on se dit, il faut un chiffre. Mais encore une fois, c'est quel est le sens que l'on met? Parce qu'on peut parler du nombre d'enfants et puis je peux parler du nombre de familles. Parce que si j'ai une norme à 15, c'est super. Si c'est 15 familles différentes, c'est difficile. Donc c'est toujours pareil. C'est quel sens on peut mettre là-dedans? Il y a en ce moment des travaux auxquels le CNAMO participe avec la CNAP pour travailler cette question voilà. Hein, On travaille sur un document d'orientation. Un document d'orientation qui va amener des billes. Et on est sur ces chiffres qui sont assez bas. Mais c'est toujours pareil, c'est le sens que l'on y met. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux, aujourd'hui, ils se posent la question de comment faire pour qu'il n'y ait plus de difficultés dans une famille. Sauf qu'en vrai, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas de savoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de difficultés. On a tous des difficultés quand on est parent. C'est comment je sais gérer la difficulté quand elle se présente à moi. C'est un exemple que je donne souvent avec les travailleurs sociaux. Si, quand j'ai eu mon premier enfant, sur la première année, j'avais le numéro d'un médecin que je pouvais appeler à n'importe quel moment, dès que je crois qu'il s'étouffe ou dès que je crois que... J'aurais jamais téléphoné et j'aurais jamais été stressé dans les difficultés à gérer avec mon enfant. Et je crois que le travail social, c'est ça. Et ça s'est vraiment illustré dans le Covid. Quand il y a eu le Covid, il y a eu quand même un mouvement de retrait au tout début. Hein, il y a eu ça. Et les travailleurs sociaux qui voulaient continuer à travailler, ils ont fait comment? Ils ont téléphoné aux familles. Mais du coup, ils étaient tellement inquiets de passer à côté de quelque chose qu'ils téléphonaient tous les jours. Et comme ils téléphonaient tous les jours, ils n'avaient pas d'objectif, si ce n'est juste prendre des nouvelles de la famille. À l'issue du Covid, moi dans mon service, et je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait dans plein de services, on a fait une étude des familles, comment avaient vécu ce moment-là. Elles ont trouvé super. Elles disaient, on m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Il n'y avait plus cette question de il faut que je sache, il faut que j'écrive le rapport, il faut la tension qui se met en route en permanence, créer la relation. Mais créer la relation. Ils ont eu l'impression de vivre quelque chose ensemble, en fait. Et c'est ce qui devrait animer une mesure de protection d'enfance, c'est on va vivre quelque chose ensemble. On va vivre une période de la vie, et on va la vivre ensemble. On ne va pas trouver... Enfin, je veux dire, on n'a pas de baguette magique, les travailleurs sociaux. Il faut sortir de ça. La prévention spécialisée, ça a été dit. On a attendu des éducateurs de prévention spécialisés qu'il n'y ait pas d'émeutes. Quand il y a eu les émeutes à Paris, c'est un peu ce qui avait été dit, je me souviens. Tant de voitures brûlées alors qu'il y avait des éducateurs de prévention spécialisés. Moi, j'aurais dit, si peu de voitures brûlées grâce aux éducateurs de prévention spécialisés. Aujourd'hui, on le voit, la prévention spécialisée dans les collèges, vous parliez des phénomènes de harcèlement, on va parler des phénomènes de RICS. Moi, je suis directeur d'un club de prévention sur le 11e arrondissement de Paris. En 2018, il y a eu le décès d'un jeune, Ismaël Diablé, qui est décédé dans le cadre d'une RICS. Aujourd'hui, les éducateurs travaillent essentiellement cette question des RICS. Ils ont tourné un film, les collèges s'en saisissent. Là, il y a de la collaboration avec les collèges, mais les collèges nous ouvrent la porte, en fait. Il y a des initiatives, en fait, personnelles. C'est ça qui est dommage. Sur Paris, on a les C2PEF, les commissions d'évaluation. Ça doit s'appeler autrement dans d'autres départements. Ça s'appelle... On ne veut pas avoir le même nom parce qu'il faut qu'on invente quelque chose. Quand on les fait sur Paris, il y a tout le monde. Le médical, le médico-social, il n'y a pas qui? Il n'y a pas l'école. C'est quand même dommage. Quand je travaillais dans les Landes, j'étais directeur d'une maison d'enfants, il y avait la cellule de crise des situations qui posent problème à tout le département, en fait. C'était des enfants de 17 ans qui mettaient le feu partout. Il y avait tout le monde, la PJJ, la psychiatrie, la pédopsychiatrie. Il manquait qui? L'école. Je pense qu'en effet, à un moment ou un autre, il faut que les écoles et les éducateurs, c'est quand même éducation nationale et éducateurs, je pense qu'on pourrait faire un lien quand même, à quel moment on se retrouve et on discute ensemble de situations de jeunes. Aujourd'hui, il y a des initiatives sur des jeunes qui sont exclus, et le club de Prèves de quartier, nous c'est ce qu'on fait, prenons le relais du jeune qui est exclu, parce que dire à un jeune, tu es exclu, tu vas aller passer chez toi pendant 3 journées, vous avez dit il y a les écrans, parce que les écrans, je pourrais en parler pendant des heures, c'est pas le sujet, mais on a dit à des parents pendant des années, il ne faut pas que vos enfants ils soient tout seuls dehors, sans surveillance. Donc il faut qu'ils restent à la maison. Et maintenant, on leur dit, il ne faut pas qu'ils restent à la maison parce qu'il y a les écrans. Et ils sont sans surveillance sur les écrans. Donc il faudrait qu'ils aillent dehors. Si vous voulez, on fait des allers-retours. En fait, à quel moment on arrive à penser ensemble qu'on peut sécuriser en fait, des enfants, que ce soit à l'extérieur ou au domicile? Et ça, je pense que c'est le maillage commun. Éducation nationale, santé, éducation populaire, qui se rencontrent. Est-ce que ça, vous êtes intégré dans les CLSPD ou pas, quand il y en a sur les communes sur lesquelles vous travaillez? Je pense En qu'il fait, faut que tu traduises. Oui. Parce Ah, que pardon, comme conseil c'est pas local, conseil local, sécurité et prévention de la délinquance. Non. Parce que c'est potentiellement s'il y a voilà, où il y a tous les acteurs autour, c'est-à-dire préfecture, police municipale, nationale, éducation nationale, association, médiateur, etc., prévention.
Donc c'était juste une question. Alors, via la prévention spécialisée, on peut y être associé. Parce que tu as un service de prévention. Exactement. Via la prévention spécialisée, on peut y être. Le souci de la prévention spécialisée, c'est que c'est animé par l'anonymat des accompagnements. Donc, c'est toujours une position un peu délicate. Mais que la prévention spécialisée y est associée, ouais. Oui. Pas les services de protection de l'enfance, alors qu'on pourrait y être, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Et les sages, oui, donc les sages, puisque vous m'avez posé la question, les sages, c'est quelque chose. Alors, je ne crois pas que ce soit que parisien. Je vais les citer, mais il y a quelques associations. Mais la plus grosse association qui a des sages sur Paris, c'est le groupe SOS. Ils ont développé, avec aussi donc d'autres associations, je ne voudrais pas citer que SOS, mais quand même, ils ont été un peu innovants là-dedans. Ils ont créé des services avec, c'est soit judiciaire, soit administratif. Les enfants vivent à leur domicile. Mais ils ont au moins 2 rencontres, parce qu'il y a un référentiel parisien pour les sages en tout cas, il y a au moins 2 rencontres par semaine au sein du sage, il y a du travail à partir de domicile et il y a des séjours éducatifs organisés avec les pairs. Voilà. C'est ce qu'on pourrait appeler une AED ou une AEMOR extrêmement renforcée, mais qui fonctionne vraiment bien. Pour l'avoir vu, vraiment bien. Mais il travaille entre 7 8 mineurs accompagnés par référent maximum. Voilà. Et là, on est dans quelque chose qui est vraiment sur mesure, c'est-à-dire qu'il y a un projet psycho-éducatif sportif, parce que souvent on a aussi des éducateurs sportifs à l'intérieur, de manière à créer des soupapes aussi pour amener la famille à gérer ces difficultés-là, pas que par des écrans, mais aussi par la construction d'exutoires aussi pour des enfants et de sociabilisation au niveau de leur père. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais au niveau du partenariat, en tout cas, en ce qui me concerne, et on en a déjà parlé avec les collègues, c'est beaucoup tenu aussi à la personne et à son réseau. C'est vrai que quand ça fait longtemps, enfin, pour le coup, on est depuis plus de 18 ans sur le secteur où on est, c'est vrai que ça marche par le réseau parce qu'on connaît tel directeur d'école, tel directeur de SECPA, tel psychologue au CMP. Et c'est vrai que c'est assez, alors je ne vais pas dire assez fermé, mais généralement on le dit, hein, quand le travailleur social part, il part avec son répertoire, ce qui ne devrait pas être le cas. Normalement, on devrait pouvoir faire un relais. Mais la réalité, c'est effectivement, quand on a travaillé plusieurs fois, voire plusieurs années avec des collègues, plus facilement on va prendre son téléphone pour échanger, plus facilement on est invité à des instances, à des réunions, à partager. Il y a des choses qui se font. Alors dans les maisons départementales des solidarités, je vous donne juste un exemple, ils font un petit déjeuner. C'est sans citer, mais la MDS de Nemours, ils font ce qu'ils appellent un petit déjeuner interpartenarial et où les travailleurs sociaux, les différentes associations, ça englobe quand même beaucoup, que ce soit les prestations aux tutelles familiales. Enfin, voilà, on a vraiment une grosse multiplicité des intervenants. On se rencontre et dans ces moments-là, effectivement, on crée du lien. Et le lien entre les différents acteurs, hein, psychologues, TISF, favorise effectivement après le travail qu'il y a. Je vois par exemple aussi, nous on a effectivement la chance d'avoir une TISF. Elle va se saisir de tout ce qui est droit commun. C'est-à-dire, elle va aller chercher les informations, mais c'est parce qu'elle a un carnet d'adresses. Voilà, ça fait 30 ans qu'elle travaille là, et effectivement, elle a son carnet d'adresses, et ce qui n'est pas le cas partout. Voilà, c'est assez individuel, je trouve, le réseau, le travail de partenariat. Très bien. Juste 2 derniers points. Sur l'attractivité, qu'est-ce que vous pensez de la création du comité de filière qui a été annoncé par la ministre El Haïry lors de son audition à l'Assemblée nationale récemment? Et ensuite, c'est une réflexion et du coup peut-être une demande. Quand on discute avec les parents, de plus en plus de parents ont du mal, quand ils sont en difficulté, à aller voir les services sociaux avec cette peur du placement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Vous disiez tout à l'heure, et je n'avais pas conscience que maintenant, on ne pouvait plus venir vous saisir en direct pour avoir une mesure d'accompagnement. Comment on peut essayer de renouer avec les parents pour qu'ils aient
moins peur de dire quand ils ont un problème pour éviter qu'on soit dans l'engrenage où à la fin on a besoin de quelque chose de plus fort. Si vous avez des propositions, puisqu'on réfléchit bien entendu à améliorer, enfin ces auditions, c'est pas juste pour vous entendre, c'est parce qu'on cherche comment on peut améliorer le système. Et pour conclure, justement, si vous avez des propositions d'amélioration du dispositif que vous mettez en place qui sont intéressants, je crois, alors je ne sais pas si c'est votre service, mais j'ai entendu parler d'un dispositif Amadis côté ADSEA, plutôt pour les enfants placés, pour le coup. Mais voilà, s'il y a des choses pour conclure, voilà, tout simplement. Alors, il y a alors à titre expérimental, parce que comme je le disais, chaque département met en place des dispositifs un peu spécifiques, mais sur Le Havre, on a ouvert un service qui s'appelle le service parentalité, qui en fait s'adresse donc à des parents. Mon association, en lien avec la ville du Havre, financée partiellement aussi par le département et la CAF. Et donc, nous avons ouvert un service qui est anonyme, qui permet aux familles qui sont en grande difficulté pour répondre à la question justement de la peur du placement. Qui viennent rencontrer donc des éducatrices spécialisées qui ont des formations spécifiques de thérapeute familial, mais aussi de médiateur familial, et du coup qui mettent en place un suivi et orientent ensuite ou vers le droit commun ou vers effectivement des services spécialisés. Et ça se passe plutôt bien. On est ouvert depuis 2017 maintenant. Et ça se passe plutôt très bien parce qu'en fait, comme c'est anonyme au départ, les familles viennent volontiers pour parler de leurs difficultés, ont une grande honnêteté, si je puis dire, par rapport à leurs difficultés. Une difficulté qui revient beaucoup, c'est la dépendance aux écrans, par exemple. On a sorti des statistiques là, par rapport à cette activité-là, c'est assez effrayant. Une maman, par exemple, qui discutait de son fils qui a 8 ans, et qui en même temps tenait son bébé dans les bras, l'allaitait et regardait l'écran tout en attendant dans la salle d'attente et l'éduque voit ça et elle a pu rebondir et justement en échanger. Et derrière, ça permet aussi ce type de service d'orienter vers d'autres dispositifs. Et c'est vrai que c'est moins mal vécu, voilà, que quand c'est un signalement voilà. Et puis je pense aussi qu'il faut continuer à mettre en place ce qu'on appelle les AED, puisque c'est à la demande des familles, hein. Il faudrait en simplifier par contre l'accès, parce que nous, ça passe par les UTAS, les unités territoriales. C'est sûr que c'est un peu toujours compliqué. Les parents ne peuvent plus venir nous demander directement un soutien. Donc ça, il faudrait peut-être en simplifier fortement l'accès pour permettre justement aux familles qui ont vraiment besoin de venir facilement nous rencontrer. Puisque le temps que l'évaluation se fasse, alors là je partage, il se passe encore 3 mois, puis des fois ça les décourage, donc ils n'ont plus envie, puis finalement la situation se retrouve un jour devant les juges des enfants parce que ça s'est détérioré. Voilà, après dans les propositions, je connais pas, je dois être honnête, le comité de filière. Tu connais toi? Je connais pas. Bah, et vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Ben, comme on peut avoir des comités de filière dans certains domaines, c'est histoire de redonner un peu d'attractivité au métier, mais du coup, oui, ça ne vous parle pas. Très bien. Non, mais c'était au cas où. En choses qui fonctionnent bien, en outils qui fonctionnent bien, nous on a développé, mais il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, ce qu'on appelle sur Paris le PASS. Le PASS, c'est la fondation qui le fait, Olivier Spitzer, c'est un point d'accueil et d'écoute. Ce sont des familles qui sont orientées par nos partenaires. Ça peut être l'école, pour le coup, les écoles de secteur. Ça peut être les assistantes sociales de secteur qui orientent des familles vers nous. Et elles viennent juste exposer quelle est ma difficulté. Et elles rencontrent des éducateurs. Et l'éducateur explique. On fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est anonyme aussi ? C'est anonyme. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de si vous ne le faites pas, on vous signale. On vous explique quelles sont vos difficultés. Ok, nous on fait ça, on peut vous aider de telle manière. Voilà. On était sur 2023, 85% des familles accueillies dans ce cadre-là.
ont été accompagnés par un éducateur de notre service à l'aide sociale à l'enfance et ont fait une demande d'AED qui a été validée sans évaluation et qui a été accompagnée. Ce sont les seules mesures réelles d'AED. Ce sont les seules mesures où ce sont des familles qui ont dit j'ai une difficulté, je viens, ok, je comprends, ok, ça me plaît, ok, on y va. C'est sûr que ce ne sont pas des situations explosives. C'est sûr, ce ne sont pas des situations explosives. Ce ne sont pas des situations où le parent, il se dit, voilà, il n'y a pas de blessure à ce moment-là encore massive, narcissique, je veux dire. Donc du coup, on les accompagne. Donc c'est vrai que ça fonctionne bien. Où il faudrait qu'on soit inscrit, les services d'AED, de protection d'enfance, c'est dans les crèches. Vous rentrez dans des crèches. Alors oui, dans les crèches, il y a des travailleurs sociaux, il y a des EJE qui travaillent. Oui, c'est vrai. Mais vous rentrez dans les crèches, vous parlez de mesures d'AED, ils ne savent pas ce que c'est. Et oui, mais les PMI, aujourd'hui, en tout cas sur Paris, on a tous des médecins traitants, les familles, et peu de PMI. Et les situations qui vont en PMI, ce sont des situations qui peuvent abonder, mais ce sont aussi des publics qui nous connaissent peu leurs droits, qui se saisissent peu de leurs droits et qui vont peu aller vers l'AED. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je pense qu'en crèche, il y a quelque chose à parler, des affiches, parler plus de l'AED, parler plus de l'accompagnement éducatif, qui est dans une situation quand même où, moi c'est ce que j'ai tendance à appuyer, on est dans une situation un petit peu de équitable entre le travailleur social et le travailleur social, oui, et la famille, en fait. Il n'y a pas un sachant et un apprenant. Il y a deux cellules qui vont essayer d'apprendre à fonctionner et qui vont faire en sorte qu'on arrive à gérer les difficultés de la maison. Et ça fonctionne bien. Donc c'est vrai que ça, c'est une initiative qui est importante. Après, vous avez parlé un petit peu de la peur du placement. Moi, aujourd'hui, peur du placement, pour moi, c'est quoi qui fait peur? C'est la séparation avec son enfant? Ou en vrai, c'est la peur de où est-ce que va se retrouver mon enfant? Parce que c'est vrai aussi qu'il y a ça, on ne peut pas faire l'économie de se dire que les lieux d'hébergement, aujourd'hui, 100% des lieux d'hébergement, on se dit si j'étais parent, si mon enfant se retrouvait là, j'aurais un petit peu peur. Et c'est ça qui est dommage, parce que du coup, les travailleurs sociaux qui travaillent en AEMO, qui ciblent des difficultés, peut-être parfois, on l'a dit tout à l'heure, on veut éviter le placement. Le placement, ce n'est pas à éviter ou à favoriser. Le placement, c'est un outil de protection de l'enfance. Et s'il y a une nécessité de séparer temporairement l'enfant de sa cellule familiale, il faut passer par une mesure de placement. Mais il faut que la mesure de placement soit sécure. Donc voilà, on n'est peut-être pas là pour en parler, mais je crois que les lieux de placement et les AED et les AEMO, vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Je pense qu'il faut être encore plus exigeant avec les services de protection de l'enfance. Il faut encore plus venir voir ce qu'on y fait et sortir peut-être juste du carcan de l'évaluation externe, mais venir voir concrètement comment on accompagne les familles. Ouvrir nos portes, milieu ouvert, milieu d'hébergement. Et venez voir que tout le monde vienne voir, on regarde comment on travaille avec les enfants. Et peut-être qu'on va entamer aussi une autre dynamique, là-dedans. Et penser que le processus d'accompagnement des enfants, parfois, ça peut être un processus évolutif et qu'on a besoin d'évolution, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un peu ça qu'on pense, quoi. Je crois. Hein. C'est que pour rendre le métier attractif, il faut lui donner du sens, quoi. Il faut lui donner du sens. Sur la partie crèche, c'est intéressant que vous l'évoquiez, je ne l'ai pas évoqué. On parlait tout à l'heure des assistantes familiales, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, de prévention. Moi, je me pose la question, effectivement, de donner la possibilité aux juges, avec des places dédiées dans les crèches, de mettre à la journée, dans les familles en difficulté, pas un placement, mais enfin une obligation de mettre en crèche tant d'heures par semaine. Pour effectivement pouvoir commencer ce travail et mettre avant que ce soit un placement total. Et je pense que ça, on ne l'a pas encore évoqué. Je suis ravie, je ne connaissais pas ce truc-là. On va essayer de comprendre pourquoi ça s'est arrêté. Il y a peut-être une raison. Le 117, on a des collègues, on va leur demander de creuser un peu. Mais voilà, sur le 0-3 ans, je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres méthodes à disposition de la justice, parce qu'on parle beaucoup d'internat, mais ça, c'est pour les plus de 12 ans. Qu'est-ce qu'on fait avant, quoi? Enfin, des internats en école primaire, il n'y en a quand même pas des masses. Il y en a quelques-unes, mais quand même pas des masses. Il faut qu'on puisse trouver une manière d'accompagner aussi ces enfants-là. Et sur le 0-3 ans, là, vous avez raison, souvent, on n'a pas la vision. Il n'y a personne dedans. Et je me disais, une sorte de, entre guillemets, placement à la journée en crèche, avec des places dédiées dans les crèches, financées un peu comme on a sur les places de crèche à VIP. Je pense que ça peut être aussi une alternative au placement. Qui plus est, comme vous l'avez très justement dit, aujourd'hui, on peut se poser la question, oui, on a besoin de ces placements et
Je pense qu'on jamais on se dit on va placer un enfant pour le plaisir. Quand on arrive là, c'est qu'on est au bout de la solution. Mais en tant que parent, quand on voit comment ça se passe effectivement de l'autre côté, on peut se dire pourquoi on l'a retiré d'un côté pour le remettre dans d'autres dangers de l'autre. Donc on a un vrai enjeu effectivement de protection à ce niveau-là. Est-ce que vous aviez autre chose? Et le comité de filière, en fait, il était lancé en 2021, il est relancé. C'était pour avoir une gestion prévisionnelle territoriale et partagée des emplois et des compétences. Et voir comment on était sur le manque de reconnaissance des professionnels et au besoin de sens. Donc j'espère que c'est ça. J'espère que ça va être relancé. C'est le comité de filière petite enfance. Oui, mais là, ce serait pareil pour l'enfance. Voilà. Est-ce que vous voulez réintervenir, mesdames? Moi, juste pour compléter le propos, alors je suis ravie d'apprendre et j'aimerais bien quelques renseignements sur effectivement les dispositifs créés. Et effectivement, quand les familles avec lesquelles on travaille le mieux en AED, c'est les familles qui sont venues demander de l'aide. Il y en a quelques-unes qui viennent et on parle même, on a un petit défaut de langage peut-être avec les collègues, on dit « Ah, ça c'est une vraie mesure d'AED qui arrive ». Et généralement, ces mesures-là, c'est les mesures avec lesquelles on arrive à travailler le mieux avec les parents et les enfants. C'est des mesures où les parents viennent au rendez-vous, attendent les rendez-vous. On n'est pas obligé de leur courir après ou d'avoir effectivement des rendez-vous manqués, parce que c'est souvent ça quand l'aide est contrainte, même si elle est déguisée en AED, mais elle est quand même contrainte. Voilà, donc moi je serais ravie d'apprendre effectivement. Nous, il y a des familles qui nous téléphonent pour savoir s'ils peuvent, si les éducateurs peuvent venir chez eux. Alors on les renvoie vers les MDS. Alors forcément ils n'y vont pas toujours. Et nous on a un dispositif propre effectivement à notre service. On a ce qu'on appelle le DIF, c'est l'espace dynamique familiale. On est une équipe alors mélangée, psychologues, travailleurs sociaux. On fait pas de la thérapie familiale, mais en tout cas, on fait quelques séances de thérapie familiale pour effectivement sensibiliser les parents. C'est une demande généralement du travailleur social qui nous amène un questionnement et on est tous formés à la systémie. Et effectivement, on va travailler avec la famille. Alors pour l'instant, c'est propre aux mesures de milieu ouvert, mais l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir l'ouvrir à toute l'association pour qu'effectivement on puisse, que les enfants soient placés soit en milieu ouvert, soit en prévention spécialisée, qu'on puisse effectivement dire, il y a un espace de thérapie familiale où on peut s'y inscrire sans forcément sans forcément donner de l'argent, sans forcément effectivement payer la consultation. Voilà, donc ça c'est propre à notre service. Mais j'entends qu'il y a beaucoup de formations en thérapie familiale et je ne peux que m'en réjouir. Merci. Oui, je vais complètement dans le sens de ce qui a été dit. La famille, elle a changé, elle n'est plus un tissu suffisant parfois pour élever un enfant. Il faut un vrai changement de mentalité, c'est-à-dire que quand on dit que les soins médicaux, c'est obligatoire, les vaccins, c'est obligatoire, la scolarité, c'est obligatoire, l'éducation. Voilà, c'est-à-dire comment on éduque un enfant, de quoi on a besoin pour l'éduquer et comment effectivement une société peut donner les moyens d'éduquer un enfant aussi. Quand on a un médecin traitant, quand on a la chance d'avoir un médecin traitant, on aime bien le garder. On aime bien le garder, avoir une continuité parce qu'il nous connaît. Il connaît nos enfants. J'ai envie de dire, c'est la même chose à partir du moment où il y a une aide éducative. Il faut aller vers de la continuité. Et moi, je l'entends actuellement. Ah oui, mais là, ça fait 2 ans de mesure. Ah oui, mais je ne sais pas si on va être d'accord pour reconduire, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop quand même. Voilà, si ça dure 3-4 ans, c'est le signe d'un échec. Non, ce n'est pas le signe d'un échec. Vous disiez l'exemple tout à l'heure d'un enfant qui a un handicap, il change d'école, il a toujours son handicap. Voilà, donc il y a des familles je pense à des familles notamment qui ont des déficits intellectuels, par exemple, qui ont elles-mêmes des handicaps, les parents qui ont eux-mêmes des handicaps. On sait que ces familles vont avoir besoin d'une aide éducative, j'ai envie de dire, jusqu'aux 18 ans de l'enfant.
parfois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on accepte cette continuité nécessaire ou pas? Comment on la prend en charge? Voilà, donc il y a cette continuité, cette question de la continuité de l'aide éducative. Il y a un vrai changement de mentalité à cet égard-là à voir. Et puis, il y a effectivement les institutions qui actuellement, les institutions scolaires, les nôtres et d'autres, qui sont effectivement, comme on le disait tout à l'heure, trop cloisonnées. Mais on est confronté, vous demandiez un peu des solutions tout à l'heure, mais j'avoue que j'ai pas de baguette magique, mais on est confronté aussi aux limites du droit. C'est-à-dire que, d'ailleurs, beaucoup en ce moment, on entend dire qu'il faut respecter la confidentialité. Voilà. Alors, comment on fait avec ça? Moi, j'ai pas de solution magique. Par contre, je veux bien y réfléchir et discuter. Mais effectivement, j'ai des exemples en tête réguliers à l'école, par exemple des signalements scolaires qui sont faits. Les enseignants sont très inquiets. Ah bon, est-ce que vous en avez parlé aux parents? Non. Alors des fois, ça se justifie parce que il y a une crainte de la réaction du parent, etc. Mais parfois, c'est pas toujours justifié de notre point de vue. De ne pas informer le parent du signalement scolaire, de ne pas établir un dialogue en tout premier lieu avec lui. Donc on a des institutions qui se protègent, c'est ça que je veux dire. On a des institutions qui se protègent, et des institutions qui se protègent, ça veut dire qu'elles sont suspicieuses. Et si elles sont suspicieuses, elles ne sont pas sécurisantes. Elles ne sont pas sécurisantes pour les parents, pour les enfants non plus. Voilà. Donc, comment on peut établir des ponts? Comment on peut faire à la fois avec le droit, mais établir quelque chose qui est sécurisant pour tout le monde et où les parents peuvent venir parler de leurs difficultés sans avoir peur de se retrouver dans la grosse machine. Merci. Merci beaucoup. Personne n'est frustré et aurait un dernier mot. On est tout bon. Si, je m'en doutais. Non, juste, ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que, en tout cas, beaucoup de situations aujourd'hui sont impactées par des conflits parentaux massifs. C'est une réalité qui entraîne un développement de l'enfant avec des troubles de l'attachement ou ce genre de choses-là. Il y a quand même deux silos qui n'arrivent pas à fonctionner ensemble aujourd'hui. C'est quand même le juge des affaires familiales et le juge des enfants. Si un jour, ils arrivaient à communiquer, parce que combien de situations il y a des droits d'hébergement vus par un JAF et des droits d'hébergement contraires par un juge des enfants. Alors après on dit le juge des enfants prend le dessus sur le juge des JAF pendant la mesure de protection, mais expliquer ça à des parents, c'est très difficile, c'est très très difficile. Mais voilà, la réalité, c'est que des situations de conflits familiaux parentaux massifs et quand même des difficultés à pouvoir faire entendre un juge d'affaires familiales et un juge de protection de l'enfance. Voilà. Eh bien, nous avons eu la même constatation que vous sur ce sujet-là, et il me semble qu'on auditionne prochainement justement les magistrats, qui auront donc tout loisir de nous expliquer ce qu'il faut améliorer. Nous, on a déjà des petites idées, mais effectivement, on a quand même un vrai sujet, et je l'ai vu sur un cas dans mon département où un enfant agressé sexuellement par un autre de la fratrie, sur l'un des jugements, on autorisait qu'il retourne chez le parent où il avait été agressé par le demi-frère, et l'autre juge qui interdisait toute mise en contact. Et donc, on se retrouve avec l'éducateur en AEMO, avec les deux jugements, et qui me dit, je l'ai fait rencontrer ou je ne l'ai fait pas rencontrer? En fait, on fait comment? Et je pense que vous avez raison, c'est un vrai sujet. Entre le JAF et le JE, une meilleure coordination. J'allais dire, comment on se coordonne tous autour de l'enfant. Je pense que c'est le sujet, et vous l'avez évoqué à travers tous les manquements aujourd'hui. Et surtout, peut-être juste en conclusion, peut-être dire aux parents de ne pas attendre d'être trop en difficulté pour montrer qu'il y a un problème. J'entends qu'il y a des différents dispositifs. Peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on généralise, des dispositifs d'écoute anonyme dans chaque département, pour que les parents puissent venir demander de l'aide avant d'être dans l'engrenage et avant que ce soit, entre guillemets, trop tard dans les relations avec leurs enfants. Parce que tous les parents qui sont en difficulté ne sont pas, au départ, des parents maltraitants. Et il faut qu'on les accompagne. On a un gros besoin de soutien à la parentalité. J'en suis convaincue. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Je vais conclure en remerciant tous les professionnels qui agissent dans le milieu ouvert. Vous l'avez très justement dit, on voit souvent
les travailleurs sociaux que par le prisme des difficultés et malheureusement des événements tragiques qui peuvent arriver. Mais heureusement, les travailleurs sociaux arrivent aussi et les éducateurs arrivent à aider beaucoup d'enfants. Donc voilà, merci à vous tous de votre travail au quotidien qui n'est pas facile, travailleurs sociaux et évidemment, enfin éducateurs, mais évidemment tous les professionnels qui œuvrent dans vos associations. Merci beaucoup, merci de vous être rendus disponibles. Et si vous avez vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose, vous pouvez bien entendu nous envoyer un petit message. On sera à votre écoute. Merci à vous et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup.